Bonjour, je m'appelle Eric Barbry, je suis avocat, je suis spécialisé du droit des nouvelles technologies, je suis le patron de l'activité IP/IT Data Protection au sein du cabinet Racine. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer Laurette Chardon et Marie-David pour travailler avec elles sur un projet de modélisation de ce que peut être l'environnement juridique d'un administrateur système réseau. L'idée est simple, en tant qu'administrateur système réseau, vous êtes confronté à des problématiques juridiques. Alors il n'est pas question de vous transformer en juriste, il n'est pas question de vous transformer en avocat, il n'est pas question de vous substituer de quelque manière que ce soit à la direction juridique du CNRS ou de vos universités respectives, ou de vos établissements. L'idée c'est simplement un peu à la manière culture générale, de vous donner un petit panorama sur l'état des textes réglementaires qui peuvent éventuellement affecter vos interventions et votre manière d'appréhender les sujets sur lesquels vous intervenez. Nous sommes à notre troisième version du schéma. La première version date de 2013. On a besoin effectivement de faire un travail de mise à jour assez régulier. Pourquoi ? Parce que le droit, et singulièrement dans le domaine des technologies, change à une vitesse assez phénoménale. Et d'ailleurs, j'allais vous dire, vous qui allez écouter cette vidéo ou regarder cette vidéo, le schéma est très récent, mais déjà, non pas obsolète, je n'irai pas jusque-là, mais comporte un certain nombre de textes qui ne figurent pas dans ce schéma, pour la bonne raison qu'ils ont été publiés entre le moment où on a effectivement rédigé ce schéma et le moment où les textes sont arrivés. Donc c'est pour vous dire qu'il y a effectivement une évolution importante de cet environnement juridique et que si vous avez un peu d'appétence pour le droit, en tous les cas si la chose vous intéresse, soyez curieux et remettez un peu en actualité ce schéma. Et en tous les cas, ne nous en voulez pas, ni à Marie, ni à Laurette, ni à Léa, avec qui j'ai travaillé sur la réalisation de ce schéma pour d'éventuels manquements. L'objectif n'est pas forcément d'être totalement complet, mais le plus exhaustif possible. Alors, ce schéma, en fait, il a pour but de parler du droit de la sécurité des systèmes d'information, en tous les cas des différentes facettes que représente le droit de la sécurité des systèmes d'information, pour une raison simple, c'est que le droit de la sécurité des systèmes d'information en tant que tel n'existe pas. C'est un agrégat, un amalgame de blocs juridiques distincts qui, agrégés les uns aux autres, vont former ce qu'on appelle effectivement le droit de la sécurité des systèmes d'information. Et à l'intérieur de ce droit des systèmes d'information, il faut encore que vous distinguiez deux groupes. Un groupe qui va être le droit général ou générique, comme on dit, et un groupe qui va être le droit spécifique ou sectoriel. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez un ensemble de textes qui sont des textes de nature générale, qui vont s'appliquer à tous les acteurs, publics, privés, quel que soit le secteur d'activité concerné. Et vous allez avoir des textes qui sont spécifiques à un secteur en particulier ou à un type d'acteur en particulier. Les secteurs en particulier, on va penser à la santé par exemple, ou à la banque, ou à l'assurance, ou à la défense, ou au monde industriel. Concernant les acteurs, on peut penser aux OIV par exemple, aux opérateurs d'infrastructures vitales. Eh bien, pour ces acteurs ou ces secteurs, on peut avoir des textes spécifiques. Alors, on n'a pas fait l'analyse de tous les textes spécifiques et tous les secteurs possibles et imaginables. Le travail n'est quasiment pas possible. Mais on a effectivement fait un certain nombre de zooms sur ce qui nous paraissait les points les plus essentiels. Donc concernant plus spécifiquement les droits génériques, c'est-à-dire les droits qui s'appliquent effectivement à tous les acteurs, publics, privés, quel que soit le secteur d'activité en question, on a un certain nombre de blocs juridiques, comme je vous l'ai dit, homogènes, et je vous propose de les prendre les uns après les autres, sans aucun doute par l'importance de ce lot. Le lot le plus important, vous le verrez sur le schéma, c'est évidemment aujourd'hui le lot informatique et liberté, ou données à caractère personnel comme vous voulez l'appeler. C'est le lot qui est le plus important parce que c'est celui qui a connu la
la novation, la progression la plus importante depuis ces dernières années. Vous avez nécessairement entendu parler d'un texte qui s'appelle le RGPD. Peut-être avez-vous entendu moins parler de la LIL 3, de la loi informatique et liberté numéro 3, qui pour l'instant évidemment ne figure pas dans notre schéma pour une raison simple, c'est qu'elle a été adoptée le 21 juin de cette année, mais qui vient modifier la réglementation en matière de données à caractère personnel. Alors, le RGPD, ça fait peur à tout le monde parce que les condamnations effectivement sont très importantes. On a des condamnations potentielles de 2%, 4% du chiffre d'affaires d'une entreprise, 10 millions, 20 millions, encore qu'avec la loi LIL 3, il y a des exonérations dans le monde public, et ça c'est un sujet dans le sujet qui mériterait une vidéo à part entière. Quoi qu'il en soit, le RGPD, c'est effectivement prégnant, mais c'est pas si compliqué. Une fois qu'on a compris que ça fonctionnait par bloc, et que pour chaque bloc on avait un ou deux livrables, on est effectivement capable d'être RGPD compatible dans des conditions relativement satisfaisantes. Les blocs en matière de RGPD sont encore une fois assez simples. Vous avez un bloc informationnel, on est tenu d'informer les gens sur la manière dont on traite leurs données. Un bloc sous-traitance, on est obligé de regarder avec les prestataires avec lesquels on travaille que ceux-ci respectent bien le RGPD. Un bloc sécurité, on ne peut pas avoir des données à caractère personnel sans les sécuriser. Un bloc flux transfrontière, on ne transfère pas les données en dehors de l'Union européenne sans, avoir une bonne justification mais surtout définir les règles du jeu avec le prestataire pour qu'il respecte lui-même le RGPD. Et un bloc droit des personnes, les gens ont des droits et avec le RGPD ils ont des nouveaux droits et effectivement on doit, quelle que soit l'entité, satisfaire à ces nouveaux droits. Alors on peut imaginer plein d'autres blocs en RGPD, on a entendu parler du privacy by design, des PIA, c'est-à-dire des analyses d'impact, des conventions de co-responsabilité. Enfin, si vous voulez vous faire peur avec le RGPD, honnêtement, il y a 99 articles, 197 considérants, il y a de quoi faire. Enfin, déjà, avec ces blocs-là, vous avez l'essentiel du RGPD. Et c'est vraiment la révolution de l'année 2018. Vous avez un deuxième secteur qui est un secteur qui évolue en permanence et qui est celui du droit de la sécurité. Alors je vous ai dit tout à l'heure que le droit de la sécurité des systèmes d'information en tant que tel n'existait pas et qu'il était constitué de blocs, et c'est vrai, le droit de la sécurité des systèmes d'information, SSI, n'existe pas en tant que tel. Il n'y a pas de texte particulier sur la SSI. Par contre, il y a des textes sur la sécurité. Sécurité intérieure, sécurité publique, lutte contre le terrorisme, loi sur le renseignement, et plus récemment un texte qui ne figure pas non plus malheureusement dans notre tableau parce qu'il est lui aussi très récent, il vient d'être adopté, c'est la réglementation relative aux opérateurs de services essentiels, qui est un statut nouveau à côté des statuts des OIV, des opérateurs d'infrastructure vitale. Et on se rend compte de quoi? On se rend compte que depuis 2001, qui de mémoire doit être la première réglementation en France sur le droit de la sécurité, on a tous les 2 ans, adopter un nouveau texte qui renforce le corpus de règles sur la sécurité. Au point d'ailleurs qu'on a fait un code de la sécurité, un peu comme vous avez le code civil, comme vous avez le code pénal, vous avez un code de la sécurité qui détermine effectivement les règles du jeu en la matière. Donc c'est un bloc qui est un bloc important, qu'il faut savoir regarder avec là encore curiosité, parce que c'est un bloc qui évolue assez régulièrement. Donc après le bloc informatique et liberté, le bloc sécurité au sens premier du terme, il y a un troisième bloc qui est un bloc qui a largement lui aussi évolué depuis 2004, qui est le bloc dit Internet ou droit de l'Internet. Et j'allais dire même droit du numérique, parce que on a commencé ce secteur un peu particulier qui est Internet dans les années 2000 et 2004, avec notamment la loi pour la confiance dans l'économie numérique, pour essayer
définir un cadre juridique spécifique à cette matière, et particulièrement à la responsabilité des acteurs sur Internet, savoir qui était responsable en gros d'un contenu illicite. C'est un sujet qui a assez peu évolué jusqu'à récemment et a été adopté en 2016 une nouvelle réglementation intéressante qui est la loi pour une république numérique et qui est venue en quelque sorte modifier un peu le cadre juridique de droit de l'Internet, mais aussi poser d'autres règles et singulièrement des règles en matière d'open data. Donc c'est là aussi un secteur qui a évolué. La principale innovation en matière de droit de l'Internet, c'est un statut particulier pour les plateformes. Voilà. Les plateformes, je crois que vous connaissez, enfin tout le monde aujourd'hui a à peu près une idée de ce que c'est qu'une plateforme, même si elle n'est pas définie vraiment et que sur un plan strictement légal c'est compliqué à comprendre, mais en gros on fait la différence entre un site web sur lesquels les gens viennent et c'est quelque chose de relativement statique, à une plateforme dans laquelle on est en médiation, en mise en relation singulièrement ou la plupart du temps de personnes en C2C. Donc voilà, on a créé un cadre particulier pour ces plateformes avec une obligation tout à fait particulière en matière de loyauté, de transparence par exemple. Voilà les grandes évolutions récentes au niveau de ce que l'on pourrait appeler le droit traditionnel, la plupart du temps droit civil ou droit administratif. Il y a un autre sujet qui est un sujet évidemment intéressant, qui est, et c'est le dernier, le droit de la cybercriminalité. Ou j'allais plutôt dire le droit de lutter contre la cybercriminalité, parce que quand on parle de droit de la cybercriminalité, on a l'impression qu'on a un droit à la cybercriminalité. Donc disons plutôt le droit à lutter contre la cybercriminalité, qui reste quand même quelque chose d'extrêmement répandu, et plus les entreprises rentrent en transformation digitale, plus évidemment elles sont la cible de contenus ou de pratiques malveillantes. Les dernières pratiques en date dont je crois à peu près tout le monde a entendu parler sont les problématiques de crypto-locker. De ce côté-là, la réglementation a assez peu évolué parce que les fondamentaux qu'on connaît depuis 1988, c'est vous dire, et cette fameuse loi Godefrein, pour ceux qui connaissent, qui a forgé le droit de lutter contre la fraude informatique devenue entre-temps cybercriminalité, a été tellement bien construite qu'elle ne nécessitait pas véritablement d'adaptation. Mais au cours des années, on s'est rendu compte qu'effectivement, il peut y avoir quelques sujets manquants. Et parmi les deux sujets manquants majeurs, qui sont parmi les belles évolutions du droit pénal, on va noter l'usurpation d'identité, c'est-à-dire effectivement la possibilité de lutter contre quelqu'un qui aurait usurpé l'identité d'un autre, une pratique malheureusement assez régulière sur Internet. Et le deuxième, c'est la protection des bases de données, des traitements structurés contre les extractions illicites. Et là, je ne parle pas uniquement de bases de données au sens de la propriété intellectuelle, puisque vous verrez que dans notre tableau, il y a aussi un lot propriété intellectuelle. Là, on parle aujourd'hui d'extraction, de traitement. C'est-à-dire effectivement, vous pouvez être amené à faire un traitement et dans ce traitement mettre un certain nombre de données qui ne sont pas forcément des données à caractère personnel. Et effectivement, il nous manquait la possibilité de poursuivre quelqu'un qui pratiquait ce type d'extraction. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et donc on a un corps de règles qui, quand on le regarde de manière macroscopique, et je vous invite à le regarder quand vous prendrez connaissance de notre schéma, est plutôt complet aujourd'hui. On n'identifie pas beaucoup de zones de manque ou ce qu'on appellerait de vide juridique. Quand on regarde le schéma, on a même l'impression qu'il y a un certain trop-plein, mais en fait, il n'y a pas de trop-plein. Je veux dire, chaque règle
est à sa place pour pouvoir permettre de traiter un sujet. Enfin, et je pense que j'en aurais terminé là-dessus, ce spectre juridique, et je vous l'ai dit en introduction, l'idée n'est pas de vous transformer ni en juriste ni en avocat, ni vous substituer au travail de la direction juridique du CNRS ou des établissements dans lesquels vous travaillez. L'idée, c'est simplement de se dire, on est finalement dans un environnement assez rassurant, assez organisé, très protecteur des intérêts des entreprises, publiques ou privées, et, j'allais dire, par conséquence, assez protecteur des intérêts des administrateurs systèmes et réseaux que vous êtes.